pendant 2 heures, Europe 1 va battre au rythme de votre cœur, puisque vous allez pouvoir nous confier vos doutes, vos interrogations, vos préoccupations au 39 21. Jusqu'à 1h, je suis tout à votre écoute. Quentin et Assiba vont vous accueillir chaleureusement sous l'œil attentif de Romain Causeur. Je ne me trompe pas, il était attentif, oui, veillez bien à ce que je prononce bien son prénom cette fois-ci. Et bien sûr, si vous voulez réagir à un témoignage, vous pouvez le faire par courriel sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous donner votre point de vue par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Oui, bon, ça me fait tout drôle de vous avoir parce que je vous écoute très souvent et je vous trouve très perspicace et donc j'ai pensé à vous parce que là j'ai un problème qui est récurrent, là, qui revient régulièrement, quoi. Avec votre fille. Avec ma fille, oui. Mm-hmm. Alors donc je sais pas trop, je vais essayer de vous résumer un peu parce que je pense que ça vient de la vie qu'on a eue, évidemment. Alors, quel âge a-t-elle déjà ? 32 ans. Oui. Donc c'est pour ça fait longtemps que ça dure. Alors, vous vous disputez souvent avec elle, hein ? Oui. Et donc, c'est bizarre parce que, enfin, autour de moi, parce que j'en ai parlé avec des amis, tout ça, qui se sont rendus compte que elle me trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, elle me fait des réflexions et que je lui ai dit qui me sont humiliantes pour moi. Alors moi, je ressens ça comme ça. Mais vu le passé qu'on a, elle me dit que c'est moi qui me pose en victime, c'est moi qui ai tort. Enfin, donc, on n'en sort pas, quoi. Parce que, donc, je vais vous résumer, parce que je pense que ça éclairera un petit peu. Oui, parce que vous me parlez du passé que vous avez. Quel est-il ? Et justement, je pense que ça vient de là. Parce que donc, déjà, moi, j'ai un passé, j'ai été élevée par des parents assez autoritaires, et où j'avais toujours un caractère très effacé, et je suis restée comme ça pendant toute ma jeunesse. J'ai écouté ce que mes parents disaient, j'étais obéissante, etc. Et j'avais pas le droit vraiment de m'exprimer, quoi. Enfin, on élevait les enfants un peu comme ça à cette époque-là. Et donc, je me suis mariée. Il y a eu quelques erreurs là, dont une, le mariage que j'ai fait, ça a été, par rapport à l'éducation que j'ai eue, en fin de compte. Et donc, j'ai eu un mariage difficile. Le mariage, donc c'est le père de votre fille ? Oui. Donc j'ai 2 filles. Donc il faut dire que j'ai une deuxième fille avec laquelle il n'y a aucun problème. Elle me dit qu'elle n'a rien à me reprocher, que j'étais une mère formidable, etc. Heureusement qu'il y a elle. Et donc j'ai divorcé assez rapidement, puisqu'elles avaient 5 et 8 ans. Et ensuite... Catherine, vous êtes là ? Non, on l'a perdue. On va passer un petit peu de musique et on va la rappeler tout de suite. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Catherine, on vous a retrouvée ? Oui. Bon, petit souci avec votre téléphone fixe, pourtant. Oui, c'est ça. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, vous étiez donc en train de nous expliquer, pour ceux qui nous rejoindraient là sur Europe 1, que vous avez quelques soucis avec votre fille de 32 ans, qui est l'aînée. Oui. Qui est l'aînée. Alors que vous n'avez aucun problème avec sa sœur qui a 3 ans de moins. Oui. Qui vous reproche toujours beaucoup de choses, qui peut tenir des propos assez humiliants, c'est ça ? C'est des petites réflexions qu'elle me fait régulièrement. Des petites réflexions désagréables. Alors, vous étiez en train de nous expliquer un peu que c'était lié à votre histoire. Vous disiez que vous aviez des parents autoritaires, que ça avait créé un peu une personnalité un peu effacée. Vous disiez que votre mariage avait été une erreur, que vous avez très vite divorcé quand elles avaient 5 et 8 ans. Oui. Et on en était là.
Oui, donc justement, ma fille aînée me demandait toujours quand est-ce qu'on part, maman, puisque ça se passait mal. Et donc, parce que j'avais attendu un petit peu, je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut s'arranger. Qu'est-ce Mais qui bon. se passait mal? Donc, j'avais un mari caractériel qui était... Ben, justement, alors c'est ça qui me fait peur un peu, c'est que ma fille, par moment, me fait penser à lui. Parce que j'avais un peu l'impression d'être, comme on dit, divorcée pour cruauté mentale. J'avais pensé à ça. C'est fort quand même, hein? Bah oui, mais... Qu'est-ce j'en que étais vous arrivée entendez là, par là? Parce que, par moments, il s'énervait justement pour des choses vraiment... quelquefois, je comprenais même pas, d'ailleurs, pourquoi il se mettait dans une colère incroyable. Et j'avais pas parlé avec lui, parce que je lui disais, mais réfléchis un peu. En plus, on avait des bonnes situations tous les deux. Bon, on avait 2 enfants, on avait une maison, on avait tout pour être heureux, quoi. Et je lui disais, mais réfléchis quand même, pourquoi tu te mets dans des états pareils, je sais pas. Et donc, bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il avait commencé à me frapper, d'ailleurs, donc c'est pour ça que là, je suis partie. Oui, en effet. Et, Comment était-il en tant que père vis-à-vis de ses filles? Eh bien, il ne voulait pas d'enfant. Il avait déjà eu un fils d'un premier mariage. Il m'avait expliqué qu'il n'en voulait pas. Il avait demandé à sa première femme donc d'avorter, ce qu'elle avait refusé. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu ma fille... En plus, oui, moi, j'ai eu aussi un grave accident de la route juste avant. Enfin, j'avais 19 ans. Et bon, ça a été... j'ai mis 2 ans à me remettre de ça. Et ça a été très dur aussi, quoi. Et donc, je crois que ça a beaucoup chamboulé ma vie aussi, ça. Et parce que j'avais des amis, il a fallu que je refasse mon cercle d'amis après et tout ça. Et c'est vrai que je me suis mariée avec lui. Bon, je crois que ça doit être lié à tout ça. Et donc, ça a été une erreur. Et bon, après, quand je suis tombée enceinte, parce que j'avais été opérée encore suite à cet accident, et j'avais arrêté la pilule, sur le conseil du chirurgien, si bien que je me suis retrouvée enceinte rapidement. Et donc, lui, n'en voulait pas non plus. Et c'est vrai que ma fille l'a su, ça. Bon. Et moi, j'ai voulu le garder. Et ensuite, j'ai eu sa sœur, parce que j'ai réussi à le persuader, parce que je voulais un deuxième enfant, etc. Bon, là, on a eu sa sœur. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a jamais été très paternel, quoi. Votre fille a su que vous avez été enceinte et que vous avez fait une interruption de grossesse? Non, j'ai pas fait l'interruption de grossesse, je l'ai pas voulu. Mais son père aurait Mais elle a su quoi alors? que son père ne voulait pas l'enfant, quoi. Mais comment elle l'a su Qu'est-ce qu'elle a appris? Parce qu'elle était petite à ce moment-là. Non, mais elle l'a su après. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui lui ai dit. Par contre, je ne me rappelle pas. Mais après... Mais elle vous en reparle aujourd'hui? Et bien là, elle me l'a ressorti ce midi. Parce que je lui ai dit que... Oui, parce qu'elle, donc, a eu un bébé, là, au mois de janvier. D'accord. Donc, on a eu très peur aussi, parce qu'il est né à 6 mois et demi, là. Donc, ça a été une épreuve aussi, là. Donc, c'est vrai qu'elle est très fatiguée, elle l'allait et tout. Bon. C'est important, ça, oui. Ben oui. Et justement, je pensais que ça se serait peut-être arrangé. Et là, donc... non, alors c'est un élément important parce que déjà, bon, la naissance de ce bébé à 6 mois et demi déjà, c'est quand même très perturbant parce qu'il y a dû y avoir beaucoup d'inquiétudes autour de cette naissance, puisque c'est quand même prématuré, un grand prématuré. Oui, parce qu'on a failli le perdre. Bon, donc il y a dû y avoir beaucoup d'angoisse. Et quand vous dites, vous espériez qu'en devenant mère à son tour, ça s'arrangerait. Bon, ça peut être une éventualité, mais ça peut aussi, et ça semble être le cas, faire ressurgir sa propre histoire à elle, d'enfant, et ses propres conflits infantiles non résolus. Oui. Oui, mais ce que je ne comprends pas non plus, enfin, c'est qu'elle a toujours été comme ça, on a toujours eu des conflits comme ça. Et je pense que, parce que donc après tout ça, là, après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un, et c'est vrai que ça se passait bien, mais elle avait toujours des crises de jalousie par rapport à lui. Et de temps en temps, ça la prenait. Et donc, il fallait que je lui explique les choses, quoi, pour rétablir un peu la situation, quoi.
Et bon, à partir de là, quand je lui expliquais que je l'aimais, que c'était ma fille, que c'était pas la même chose qu'un monsieur, etc. Enfin bon, ça repartait. Et puis, quelque temps après, elle refaisait encore une sorte de crise de jalousie, quoi. Donc, elle n'arrivait pas trop à se situer, je sais pas. Ou alors, elle m'en voulait. C'est toujours l'impression que j'ai eue. Mais après, donc, j'ai encore une année difficile, là, il y a 20 ans, parce que j'ai fait une fausse couche, alors que c'était la deuxième, et j'étais à presque 4 mois. Donc là, c'est vrai que j'ai eu du mal à l'avaler. Et mon ami a profité de ce moment-là où j'étais pas bien pour me tromper. Alors là, donc ça a été vraiment... j'ai fait une dépression, là, l'anorexie, etc. Et ça a duré toute l'année. Et ma fille, donc, en a pâti. Parce qu'elle m'a vue dans un état incroyable, quoi. Et elle a pris un peu la place de la mère, d'après ce qu'elle me dit. Elle se positionne à l'envers, quoi. Comme si elle était ma mère. Et par contre, avec sa sœur, quand elle était petite, elle était un peu comme ça. Elle doit être très maternelle, je sais pas. Parce qu'elle s'occupait toujours de sa sœur, elle voulait que sa sœur lui obéisse, c'était sa petite fille. Et quand sa sœur a eu 5-6 ans, elle a commencé à se rebeller un petit peu, lui dire « bon, tu me laisses tranquille ». Et ça a été un peu difficile pour elle. Et puis là, j'ai l'impression que, par rapport à moi, comme j'étais pas bien, elle pense avoir pris au-dessus, alors que j'ai jamais rien lâché, hein. J'ai toujours assuré quand même. Mais bon. Et après, donc, je suis venue, j'ai changé de ville pour venir habiter avec ce monsieur-là. Parce que ça s'est arrangé, etc. Vous avez renoué avec cet homme, malgré tout, oui. Après. Enfin, ça n'a jamais été complètement cassé, mais bon, il y a eu une période vraiment difficile, quoi. Et donc, je pense qu'elle m'en veut aussi d'être venue ici. Parce qu'après, donc, ça s'est plus ou moins bien passé. Mais enfin, bon, il est décédé. Et je me suis retrouvée donc toute seule. Si bien que mes 2 filles sont retournées dans leur ville natale, où est ma mère aussi. Et moi, je suis restée toute seule dans la ville, là, où je suis partie vivre avec lui. Donc maintenant, justement, j'attends la retraite pour repartir dans ma ville natale, avec mes enfants, parce que je suis toute seule maintenant. Et donc, par rapport à ça, ma fille, donc, se trouve pas très bien, parce qu'elle pense que... Parce que comme j'ai été plus ou moins dépressive, bon, c'est vrai... par rapport à la solitude, au décès, etc. Donc là, on a perdu mon frère il y a 2 ans. Enfin, bon, on a eu pas mal de décès quand même. Et puis son ami à ma fille a perdu sa mère aussi il y a 2 ans. Donc ça fait pas mal de choses. Et lui a eu beaucoup de mal aussi à accepter, évidemment. Donc tout ça entremêlé, elle pense que je suis toujours restée plus ou moins dépressive, quoi. Mais... Et vous, qu'en pensez-vous ? Je pense, oui, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai vu un psy, justement, pendant 2 ans. Là, j'ai arrêté parce que je me trouvais, justement, assez forte pour assumer. Parce qu'avant, donc, quand il y avait des disputes comme ça, elle me mettait dans un état incroyable, je pleurais, etc. C'était affreux, quoi. Tandis que maintenant, ça fait 2-3 fois, là, que je la remets bien en place. Et apparemment, ça lui fait du bien quand même, parce que je l'avais remise en place il n'y a pas longtemps au téléphone. D'ailleurs, on avait raccroché au nez, j'étais pas contente. Et puis, après, elle m'a donné des nouvelles du bébé par SMS. Et puis, une semaine après, elle m'a appelé, puis c'est reparti. Et une autre fois aussi, pareil. Et donc, ce midi, je ne me suis pas laissée faire non plus, parce que je me dis, maintenant, je ne pleure plus, c'est fini. Et comme on était chez ma mère, donc ma fille est partie. Ma mère l'a rattrapée, elle lui a dit « Oui, viens, ta mère elle est en train de pleurer ». Alors du coup, elle est revenue. Mais c'était pas le cas, puisque là, maintenant, je me défends bien quand même. Donc, elle a vu que c'était pas le cas, elle a rediscuté, bon, puis c'était pas possible. Elle s'est énervée, j'ai essayé de lui dire... C'est-à-dire que, oui, parce qu'elle ne peut pas à la fois vous... le côté, quand votre mère disait ta mère est en train de pleurer, elle n'est pas non plus là pour vous consoler, elle a fait un certain moment de sa vie.
Et notamment quand elle était à un âge où elle n'avait pas à le faire. Quand vous dites que quand vous avez fait cette fausse couche et que cet homme à ce moment-là était parti, il y a 20 ans de cela, donc votre fille avait 12 ans, un âge compliqué en plus pour elle, au moment de la puberté. Vous aviez sombré à ce moment-là dans la dépression, anorexie, où votre fille à ce moment-là était un soutien pour vous. Vous me dites tous les rôles s'étaient inversés. Bon, un âge compliqué, donc quand aujourd'hui elle vous voit peut-être dans des moments comme ça de tristesse ou de période un peu dépressive, ça doit se sentir très désemparée, impuissante. Et quand on se sent impuissant, on peut réagir par de l'agressivité. Oui. Surtout un enfant vis-à-vis d'un parent. Hein, ça arrive très fréquemment dans ces relations-là où il y a de l'amour, et lorsqu'il y a de l'amour très fort, il y a aussi de l'ambivalence. Hein, qui dit amour, il y a une relation très forte parce que vous avez partagé beaucoup de choses avec votre fille, d'autant plus que au fond l'image du père est quand même très écornée, puisque le père n'était pas un père qui pouvait être protecteur. Pour elle, vous dites, il y avait un père très autoritaire, même qui était dans l'autoritarisme, et un père qui est allé jusqu'à lever la main sur vous et qui ne les désirait pas. Bon, après, il y a des parents qui, au départ, ne désiraient pas leurs enfants, mais qui, pour autant, les aiment lorsqu'ils sont là. Mais là, cet homme était peu présent pour elle. Donc, elle était d'autant plus collée à vous. Et c'est pas étonnant que ça se passe mieux, vos relations avec votre seconde fille, parce que d'une certaine façon, votre cadette a été davantage protégée par sa position de cadette. C'est votre fille aînée qui était au premier plan et qui épongeait, si je puis dire, de façon un peu familière. Le couple, c'était un petit peu vous et elle. Alors, parfois, ça devait être embêtant, je l'entends, pour votre fille cadette, parce que elle avait l'impression, c'était pas une impression, sa sœur voulait la diriger, mais elle restait plus en position d'enfant, alors que votre fille aînée, par moment, n'était plus en position d'enfant. Oui, c'est vrai, et elle me le dit, ma fille aînée. Elle le ressent. Et d'ailleurs, elle a toujours une certaine rivalité aussi avec sa sœur, parce que, bon, elle la critique un peu, elle est un peu jalouse. Enfin, et elle m'a dit il n'y a pas longtemps qu'elle, oui, elle est protégée, elle n'a jamais connu l'échec, donc, parce que là, elle était avec son ami depuis 10 ans et ils ont rompu. Et donc, je disais que, bon, c'était difficile. Alors, elle me disait, oui, mais enfin, elle n'a jamais connu l'échec, elle va s'en remettre. Bon, elle était un petit peu pas très gentille, je trouve, par rapport à elle, mais bon. C'est une rivalité qu'on peut comprendre. Oui, mais j'arrive à comprendre ça parce que justement, j'avais parlé avec le psy et j'en ai parlé à ma fille. Et je lui avais dit à un moment donné, je lui ai dit, écoute, franchement, je suis désolée de ce qui s'était passé. C'est vrai, si tu t'es sentie comme ça, moi, à ce moment-là, parce que j'ai pas été aidée du tout à ce moment-là. J'ai fait l'année comme ça. Parce que ma mère, elle était... il faut rien dire, il faut faire comme si tout allait bien, et puis voilà. Et j'ai pas eu l'idée d'aller voir un psy. Donc, par contre, oui, je voyais la gynéco. Je me rappelle, j'avais la gynéco, donc parce que comme j'ai fait la fausse couche, après j'ai eu beaucoup de problèmes de ce côté-là, parce que j'avais plus de règles, etc. Et c'est vrai que j'étais dans une dépression. Je pleurais quand j'allais la voir, et elle était vraiment sympa. Mais je me disais, elle n'a pas eu l'idée non plus de me dire, aller voir quelqu'un pour en parler. Enfin, ça fait plus de 20 ans de ça, donc... on sent à quel point encore vous avez besoin de parler de vous et de votre histoire. Mais j'ai envie de dire, par rapport à votre fille, n'oubliez pas justement que votre fille, à son tour, vient d'avoir un enfant. Et un enfant dans des circonstances difficiles. Un enfant qui est né quand même très prématurément, à 6 mois et demi. C'est son premier enfant, si je comprends bien. Donc, loin de l'image idyllique de la maternité qui fait que on peut avoir, c'est vrai que parfois ça existe, il peut y avoir un rapprochement à ce moment-là avec la mère,
Mais ça peut aussi, lorsqu'il y a comme je vous le disais, des conflits qui n'ont pas été vraiment réglés, des blessures, à ce moment-là, ça peut remonter à la surface, d'autant plus que les conditions de l'arrivée de ce bébé ont été assez traumatisantes et qu'elle a eu peur de le perdre. Ah oui. Hein? Donc ça, il y a chez elle une angoisse et qui ne disparaît pas comme ça. Donc ça la renvoie aussi, et de toute façon dans chaque grossesse, inconsciemment, ça renvoie les femmes à l'histoire qu'elles ont eue, elles, au bébé qu'elles ont été, à la relation qu'elles ont eue avec leur mère, même si elles n'en ont pas conscience, mais Oui. c'est présent en elles, ça les traverse. Donc ça peut aussi compliquer votre relation. Donc je crois que actuellement, quand vous avez dit tout à l'heure, je sais plus l'expression que vous avez utilisée, c'est pas je l'envoie balader, mais enfin c'était pas ça, mais Je l'avais remise en place. je l'ai remise en place, voilà. Oui. J'ai envie de vous dire, essayez quand même d'être dans cette période-là la plus bienveillante possible. Oui, Rappelez-vous que c'est une période particulière. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire évidemment de tout accepter, mais derrière cette agressivité, il peut y avoir une forme d'impuissance, et peut-être que vous, si vous sentez qu'il y a un peu de quelque chose, vous m'avez dit, qui reste d'un peu dépressif, et rien ne vous empêche d'aller un peu reparler de tout ça et de votre histoire, parce qu'on sent que vous avez besoin d'en parler, et que votre fille, est quand même dans une période de sa vie un peu particulière. Oui, mais justement, je crois qu'elle ressent ça aussi, le fait que je vis seule et que, je suis isolée maintenant. Enfin, j'ai quelques amis comme ça, en relation, évidemment, mais je suis quand même seule, quoi. Et elle le ressent, et ça l'embête. Ça l'embête, oui. Je lui ai parlé, elle m'a dit ça, oui, puis t'es toute seule, et elle s'inquiète, justement. Oui, mais vous voyez à quel point elle est toujours dans cette inquiétude pour vous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas détachée de vous, loin de là. Non, et elle se fait du souci pour vous. C'est-à-dire elle préférerait certainement que vous soyez accompagné de quelqu'un qui puisse veiller sur vous, parce qu'au fond, ça la délesterait, elle, un peu, du souci qu'elle a de vous. D'autant plus que, aujourd'hui, elle a à s'occuper aussi de ce bébé-là, hein. Et en même temps, pour autant, bien qu'ayant à s'occuper de son bébé, elle continue à s'inquiéter pour vous. Donc il y a des moments, cette inquiétude fait que elle est dans cette ambivalence, hein. C'est-à-dire que il y a ce lien d'amour très fort, et tellement fort que dans toute relation d'amour, il faut jamais oublier que dans toute relation, j'ai envie de dire fusionnelle, l'agressivité n'est jamais très loin. Oui, mais je le ressens, ça, parce que elle me demande de venir, par exemple. Alors donc je viens. Si jamais j'ai un problème, parce que j'ai un travail particulier, et quelquefois je suis occupée, je peux pas venir, elle me dit je croyais que tu pouvais venir, donc elle est pas contente. Bon, par exemple à Noël, là, je lui disais que je pensais ne pas travailler, finalement je vais peut-être travailler. Elle me dit écoute, tu m'avais dit que tu travaillais pas. Enfin, on voit qu'elle attend après moi, quoi. Elle voudrait que je sois là. Oui, parce qu'elle doit être en demande, et particulièrement à ce moment de sa vie. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est par le biais de votre petit-fils ou de votre petite-fille, là. Petite-fille, petit-fils, oui. C'est un petit-fils ? Un petit garçon, oui. Un petit garçon. Alors, c'est-à-dire être présente mais pour elle, c'est-à-dire il s'agit pas, parce que elle a besoin en fait que vous soyez, que vous lui parliez peut-être d'elle petite, enfin il s'agit pas, parce qu'à ce moment-là il y a des grands-parents qui du coup sont là pour le bébé, mais
mais pas forcément pour le parent. Oui, mais pourtant je lui ai parlé d'elle puisqu'elle est née prématurée aussi. Et donc j'avais eu quelques soucis aussi, et donc je lui disais que parce que elle est née, elle était plus petite que le bébé, parce qu'il était 6 mois et demi lui. Et elle, mais, votre il fille faisait 2 kilos quand même. Oui. Et tandis qu'elle est née à 8 mois, mais elle faisait 2 kilos un petit peu moins. D'accord. Donc elle était vraiment petite. Donc j'ai eu quelques soucis, mais pas vitaux comme le bébé là, comme petit. Mais donc ça n'a pas été facile non plus. Et donc moi j'étais toute seule par rapport à ce bébé là quand elle est née. Donc c'était une période difficile aussi. Et donc elle par contre a la chance d'avoir son amie. Oui, mais est-ce que vous pouvez lui dire, parce que voyez, là vous dites au fond ce que moi j'entends, c'est ce qui est une réalité, c'est toi tu as de la chance. Tu as le père qui est auprès de toi, et c'est une réalité d'avoir ce soutien, d'être entouré. Mais au fond, c'est vous ramener à vous étiez seul, Mais quand je disais parler d'elle, c'est aussi dire comment ça se passait avec elle, les premiers temps, comment elle était, la relation que vous aviez avec elle. Enfin, alors j'entends que c'est compliqué pour vous parce que ça a été une période compliquée et parce que effectivement vous n'étiez pas entouré. Donc oui, mais ça, je lui ai dit, mais c'est quand elle m'exaspère trop, quoi, que je lui dis ça. Évidemment. Oui, mais c'est là où c'est embêtant. Oui, parce que je suis très émotive, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à supporter quand elle m'agresse comme ça. Quoi. Oui, mais elle aurait besoin. Des choses que je devrais pas dire. Voilà. C'est peut-être que si vous voulez, il y a une surenchère, c'est-à-dire que elle vous dit des choses qui vous blessent, et certainement que forcément vous aussi vous lui en dites. Ben oui. Et à un moment, elle aurait besoin certainement que vous lui parliez aussi d'elle enfant, d'elle, du lien que vous avez, la rattacher un peu la place dans la génération des générations, que vous soyez présent. C'est être présent, c'est pas seulement s'occuper de son bébé, mais c'est être aussi un soutien pour elle en ce moment. C'est ce que je cherche à faire, puisque quand il est né, je suis venue tout de suite, je les ai soutenus à l'hôpital, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a du mal à accepter l'aide. Parce que là, par exemple, elle se plaint qu'elle est très fatiguée, etc. Donc, je comprends elle doit bien. l'être. Oui, ça c'est vrai. Mais elle ne veut pas, je lui ai proposé de faire ses courses, de prendre le bébé un petit peu. D'ailleurs, je suis allée quand même 2-3 nuits, là, garder le bébé, parce que comme il dormait pas, il dormait que sur nous, comme il est né très tôt, par rapport à ça. Donc, elle a dormi un petit peu, moi je l'ai gardé sur moi pendant qu'elle se repose. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais quand même. Mais là, maintenant, je vois qu'elle est toujours fatiguée, parce qu'elle allait toujours, c'est toujours difficile. Mais elle refuse l'aide. Parce que je lui propose toujours, je dis, écoute, je vais venir... Si tu veux, tu te reposes un petit peu, ou tu vas te promener un petit peu, faire quelques courses, te balader, je le garde. Mais comme elle allait, elle a peur qu'il y ait plus d'1 heure, parce que comme c'est assez rapproché... oui, elle veut être présente, elle veut être toujours présente pour son bébé. Oui, c'est ça. Oui. Donc elle doit être très fatiguée en plus, en l'allaitant. C'est ce que je dis, elle est très fatiguée, nerveusement aussi, évidemment. Donc ça ajoute beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que essayez de... Je sais que c'est compliqué, mais particulièrement là, de prendre un peu sur vous. Elle est dans un moment de fragilité quand même, très, très particulier. Mais justement, moi, je dis, j'ai pris sur moi, parce que maintenant, j'arrive... parce que j'ai fait la relaxation, je fais la sophro et tout ça. Oui, moi, je me suis occupée de moi. Oui, c'est bien. Justement, pour être mieux. Oui. Et j'arrive maintenant à gérer mieux. Et donc, j'ai voulu parler ce midi. Je lui ai dit, mais écoute, calme-toi, on va parler. Et ben non, elle hurlait. Elle peut pas, elle peut pas, non. Elle ne peut peut-être pas. Bon, écoutez, dans ces cas-là, si c'est vrai que quelqu'un qui est vraiment très en colère, qui crie, lui dire calme-toi ou arrête de te mettre dans cet état-là, à ce moment-là, il ne peut pas entendre. Il vaut mieux dire on prendra un petit peu plus tard. À ce moment-là, c'est qu'elle pouvait pas faire autrement. Mais donc c'est ça qui me désole, c'est que franchement... Oui, mais ne pour autant ne l'associez pas forcément à son père. Ça veut pas dire. Je crois que c'est ça aussi derrière votre angoisse. Surtout pas. Ne l'associez pas à ça. Parce que justement,
Je pensais, je lui dis qu'elle me faisait penser à lui, et bon, j'ai rien dit. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Non, 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 non. Là, gardez ça pour vous. Hein. Bon. Bon, bah, écoutez, Merci en tout cas de votre appel. Et puis, bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que vous êtes comme ça la grand-mère d'un petit-fils et avec oui, le parce temps, que les c'est choses heureux, devraient quand même rentrer dans l'ordre. Laissez-lui le temps aussi de se reposer un peu des suites de cet accouchement et de cette naissance un peu difficile. Oui, j'espère que ça va aller. Merci de votre appel. Bien, bah, je vous remercie beaucoup aussi. Au revoir Catherine. Bonne nuit, au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Sophia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous ai appelé plusieurs fois, enfin c'est la troisième fois que je vous appelle. Et là je suis vraiment au bout du rouleau, quoi. C'est par rapport à mes filles. Je vous ai appelé une première fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'écoutais la radio en travaillant là, dans mon soutien-gorge. Et dans votre, j'ai pas entendu. Et après je vous ai rappelé parce que j'avais pas de contact avec mes filles. Et là ça fait... par moment, j'entends pas votre... j'entends pas la fin de vos phrases. Ah, excusez-moi. Là, je vous entends mieux, ça y est. Non, parce que j'ai pas mis le téléphone en face. Oui, ça va mieux là. Et donc, là, depuis presque un an, je n'ai plus de nouvelles du tout, quoi. C'est-à-dire que moi, je renvoie du courrier, je renvoie des SMS. La seule chose qu'elle me réclame, c'est la pension. Donc, je l'envoie avec une lettre, elle ne me répond pas. Elle vit où alors en ce moment? Alors il y en a une qui vit au centre de la France. Non, mais je vous demande pas la localisation géographique, mais elles vivent chez qui? Elles ont quel âge? Celle qui a 21 ans, elle est étudiante au centre de la France, et celle qui a 15 ans, elle vit avec son père. D'accord. Mais il y a 2 ans, je l'ai inscrite à l'internat parce que elle était livrée à elle-même, elle faisait que des bêtises dans son collège. Donc, par le biais d'une assistante sociale, j'ai demandé à ce qu'elle soit encadrée dans un internat parce qu'elle faisait vraiment des bêtises, quoi. Mm-hmm. Et depuis, j'ai plus rien. J'avais repris le travail, j'y arrive plus. Et là, ça fait 3 semaines que j'arrive plus à m'alimenter. Mais pour quelle raison? Parce que ce vide, tout ça, j'arrive pas à assumer. J'arrive pas. En plus, depuis 4 ans, je vis dans des meublés sordides. En 4 ans, j'ai déménagé 7 fois. Parce que c'était soit une histoire de prix, soit c'était une histoire de... Oui. Enfin, c'est spécial, les meublés. Donc, et là, je repars dans un autre meublé parce que la personne qui tenait le meublé le vend pour en faire un hôtel ou je sais pas quoi. Et là, le 1er juin, je repars dans un meublé, dans une chambre de 9 mètres carrés. Donc, ça, oh là là, oui. c'est pas tout pour arranger. Ouais, ça devrait même pas, on devrait même pas pouvoir louer des 9 mètres carrés. Hein. J'étais à la mairie, j'écris partout, mais le problème c'est que j'étais propriétaire avec le père de mes filles et on était en indivision. Et l'autre jour, il m'a téléphoné parce que moi j'ai fait une procédure. Parlez bien dans le combiné, Sophia. Ah pardon, excusez-moi. J'ai fait une procédure juridique pour liquider cet appartement. Et l'autre jour, il m'a téléphoné au bout de 4 ans en me disant je ferai tout pour ça aille aux enchères et que tu récupères rien. Mais vous n'avez actuellement, vous êtes en arrêt maladie, si j'ai bien compris. Oui, vous n'avez pas d'emploi, là. Vous n'avez. Non, là, ils vont me mettre en invalidité parce que je tiens plus. J'ai maigri de 10 kilos. Mais vous aviez une activité professionnelle jusqu'à présent? Oui, j'étais soignante, oui. Vous étiez aide-soignante et vous pouvez plus assurer votre emploi. Non, parce mais que c'est peut-être passager. Oui, mais ça peut arriver de craquer, Sophia, et vous pouvez être en arrêt maladie. Mais c'est le problème, c'est que si vous vous retrouvez en invalidité, votre situation risque de ça va pas forcément s'arranger, vous voyez, même sur le plan du logement et de tout ça. Oui, mais le problème, c'est que j'y arrive plus au travail. Je suis vous tenez plus. Je travaille en long séjour
Oui. Donc, j'arrive plus. J'ai trop de travail. J'ai 26 malades à moi toute seule et j'y arrive plus. Oui. J'y arrive plus. Mais comment êtes-vous prise en charge actuellement sur le plan psychologique? Parce qu'effectivement, je suis suivie par un psychiatre, mais oui. il ne fait pas de psychothérapie. Enfin, c'est une psychiatre. Oui. Et je me suis renseignée. Et la psychothérapie n'est pas remboursée. Ça varie entre 20 et 60 euros la séance. Oui. Et bon, j'avais une mutuelle. Moi, je pensais qu'avec la mutuelle, éventuellement, enfin, quand je travaillais, ce serait pris en charge. Et c'est pas pris en charge. Donc, elle me donne l'ordonnance, quoi. C'est tout. Mais elle ne vous fait. Ouais. Donc je la vois une fois par mois. Et elle me dit, c'est pas la page qu'il faut tourner, c'est le livre qu'il faut fermer. Oui, d'accord, c'est bien joli cette formule, mais enfin, ça c'est une. À part ça, qu'est-ce qu'on en fait de cette formule, vous voyez? Oui, en plus, moi j'ai. Non, mais parce que, pardon. Moi j'ai ma mère qui est toujours en train de me dire. T'as qu'à te dire qu'elles sont mortes, qu'elles sont enterrées. Non, ça. Des réflexions comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'abord, c'est excessif. C'est excessif parce que. J'ai une mère assez spéciale. Hein, je reconnais que. Oui, non, mais là, on ne peut pas dire ça d'une relation. Il peut y avoir comme ça des liens qui à un moment se distendent. Mais ça ne veut pas dire. Ça ne présente pas de caractère définitif. On peut pas du tout préjuger de l'avenir quand il s'agit comme ça de relations entre une mère et une relation avec une adolescente de 15 ans et une toute jeune adulte de 21 ans. Hein, donc non, la priorité là dans ce que j'entends, Sophia, c'est que déjà vous puissiez aller mieux, hein, parce que là vous êtes en train de sombrer. Bon, donc par rapport à cette psychiatre, bon, je trouve ça un peu gonflé, permettez-moi, mais de vous recevoir, de vous renouveler l'ordonnance tous les mois, et puis de vous dire bon ben madame, il faut tourner le livre, parce que c'est vrai que normalement les psychothérapies sont pas remboursées, mais enfin je veux dire elle vous reçoit, elle pourrait très bien en vous recevant faire vous voir un petit peu plus et vous faire une feuille d'assurance maladie. Ah oui, ben c'est un quart d'heure pour elle vous renouvelle une ordonnance. J'ai bien compris. Mais c'est pas étonnant que si vous voulez, là vous auriez besoin parallèlement au traitement qu'elle vous prescrit, d'un endroit pour pouvoir parler de ce que vous êtes en train de vivre, du fait que ça va plus dans votre travail, que vous vous enfoncez, et puis de cette relation avec vos filles où vous avez l'impression que vous heurtez, vous vous enfoncez, vous êtes face au vide, quoi, et que ce vide vous noyez, vous êtes en train de vous noyer. Donc moi je dis la vérité, je suis en train de me laisser mourir, quoi. En plus, je suis diabétique, donc suite au choc de tout ça, j'ai provoqué un diabète assez grave. Et le problème, c'est que j'arrive même plus à marcher, quoi. Je suis toujours dans la chambre meublée. Bon, là, je prépare mes affaires parce que le 1er juin, je dois partir. Mais je n'ai même pas envie de partir, quoi. J'ai des idées suicidaires, quoi. Vraiment suicidaires. Comme je veux pas passer à l'acte par rapport à mes filles, parce que je me dis que ça va les poursuivre. Je me dis que si mon cœur s'arrête, mes filles, elles diront, alors elle a eu un arrêt cardiaque, quoi. Et, je suis vraiment. Non, mais ça serait parce que vous êtes dans une profonde détresse, vous trouvez plus de sens à rien, vous avez l'impression que ça ne s'arrêtera pas. Mais il faut vraiment que vous vous fassiez aider et vous pouvez trouver. Si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez vous adresser dans un centre médico-psychologique où là, vous pourrez... Je l'ai fait, mais la liste d'attente est très longue. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, Sophia. Il y a évidemment...
comme il y a beaucoup de demandes, il y a une liste d'attente qui est assez longue. Mais une fois que vous êtes rentré, que votre demande est prise en compte, là, vous avez des rendez-vous. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être attendre un petit moment. Mais vous pouvez aussi... alors, rien ne vous empêche déjà de contacter le centre médico-psychologique. Peut-être que, effectivement, c'est même... vous allez avoir un rendez-vous pas avant un mois. Mais s'il y a un désistement, vous pouvez dire je ne vais pas bien du tout, je sens que j'ai des idées suicidaires. Bon, ils peuvent vous mettre en priorité. Vous pouvez aussi quand même rappeler la psychiatre que vous voyez, qui vous fait cette ordonnance en disant écoutez, là je me sens vraiment pas bien, j'ai des idées suicidaires, parce que elle me propose l'hôpital psychiatrique. Bah écoutez, peut-être que ça voudrait. J'y ai déjà été, je suis restée 3 mois, j'étais plus ou moins bien. Et quand je suis sortie, ça a été catastrophique. Je me suis retrouvée dans une petite chambre et mes idées noires sont... Oui, mais c'est vrai que il est certain que si vous sortez et que si vous sortez qu'il n'y a pas d'accompagnement à votre sortie, ça ne pourra pas aller. Et j'entends en plus ce que vous me dites, que... si derrière il n'y a pas, vous retrouvez, j'entends ça, dans votre chambre de 9 mètres carrés avec pas de perspective, ça n'ira pas non plus. Et si vous passez, parce que ça veut pas dire parce que vous seriez hospitalisé en psychiatrie que vous y resteriez 3 mois. Sophia, c'est pas parce que ça s'est passé une fois que là vous resteriez à nouveau 3 mois. Vous pourriez être hospitalisé peut-être quelques semaines. Le temps que, déjà, qu'on s'occupe de vous, de voir que ces idées suicidaires passent, et puis déjà, sur le plan de votre santé, un peu qu'on vous surveille, enfin que vous soyez un petit peu dans un cocon. Bon, sur le plan, c'est vrai, du logement, là, il faudrait quand même voir, là c'est au niveau de la mairie, voir avec peut-être des associations telles que le DAL et autres, parce que vu vos... J'ai été de partout, mais le problème, j'ai été à l'OPAC, j'ai été de partout, mais le problème, c'est qu'ils me disent vous n'êtes pas prioritaire puisque vous êtes propriétaire, donc vous n'avez qu'à vendre votre appartement. Mais comme on est en indivision, moi, l'avocat qui me suit, il m'a dit ça risque d'être très long. Et si lui, il n'est pas d'accord avec le prix que j'ai proposé avec l'expert immobilier, il m'a dit ça peut durer des années. Et moi, des années, j'ai pas envie d'attendre des années, quoi. Non, je comprends. C'est pas une histoire d'argent, parce que lui, ce qu'il veut, il sait que je suis très fragile. Hein, j'ai vécu avec lui 26 ans, donc il sait comment je fonctionne. Et lui, il attend que ça, que de recevoir. Il m'a dit la prochaine fois que je te vois, c'est dans un tiroir de morgue. Qui vous a dit ça? Le père de mes filles. Ce sont des paroles terribles. Ah non, et puis... Vous n'êtes pas bien, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, pas soutenu. Bon, il ne faut pas écouter ces paroles-là, là, pour le moment, Sophia. Il est important. J'étais en train de penser, il faut soit que vous recontactiez la psychiatre qui vous suit, réfléchir peut-être à sa proposition d'hospitalisation. Si ça peut, effectivement, plutôt que de vous laisser aller comme vous le faites, d'autant que si vous êtes diabétique, vous pouvez pas vous permettre comme ça de plus vous alimenter, de plus, voyez. Donc ça peut être c'est important d'être hospitalisé, d'être un peu protégé. Moi, ce que je comprends pas, c'est que mes filles, elles ont oublié que pendant des années, j'étais... moi, j'estime que j'étais une bonne mère, je m'occupais d'elles, je faisais des activités avec elles, et d'un coup, voilà, c'est la coupure,
Sophia, pour le moment, vos filles, elles ne réalisent pas, elles ne peuvent pas imaginer déjà la détresse évidemment dans laquelle vous vous trouvez. Elles sont à une période de leur vie, vous savez, à cet âge-là, on est forcément, c'est souvent assez centré sur soi. Et donc après il y a toute une histoire derrière, et ça ne veut pas dire effectivement que vous avez été comme vous dites, une bonne mère, mais après qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites qu'à un moment il y avait votre fille de 15 ans qui comme on peut parfois à cet âge-là échapper un peu au contrôle, à l'autorité. Vous avez voulu la placer en internat, elle s'est rebellée contre ça, elle a pris la décision d'aller vivre chez son père. Quand on voit les propos, les paroles que tient son père à votre égard, qui sont des paroles, on voit qu'il y a des paroles qui peuvent tuer, parce que quand son père dit « la prochaine fois que je te revois, c'est dans le tiroir d'une morgue », on est vraiment dans des paroles meurtrières. Comment voulez-vous aussi que votre fille, finalement, on peut penser que le père lui-même peut complètement l'instrumentaliser, c'est-à-dire que le père fait en sorte qu'il ne maintient pas un respect de vous-même, de la relation. Alors ça ne veut pas dire après que elle ne reviendra pas vers vous, mais elle a un âge souvent où il y a une rivalité de la fille avec sa mère, et où avec le père souvent ça passe mieux, et d'autant plus que le dernier souvenir qu'elle a de vous, c'était vous qui vouliez remettre un cas d'une autorité et l'envoyer en internat. Mais c'était ça, ou la délinquance. Mais j'ai bien compris. J'ai bien compris, Sophia. Comme aujourd'hui, ça peut être ça, parfois, où vous laissez aller, vous laissez mourir. Donc, il vaut mieux parfois l'hospitalisation que, effectivement, de se foutre en l'air. Donc, là, pour le moment, ruminer tout ça ne sert qu'à vous faire du mal. Pour le moment, c'est votre santé qui prime. Le problème, c'est que j'ai plus de force, j'ai plus rien, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut rappeler votre psychiatre et lui dire par rapport à sa proposition. Et je vais vous dire au sortir, mais en revanche, à votre sortie, c'est vrai que la sortie, ça s'anticipe, et à votre sortie, il est important que vous ayez un suivi psychologique. Alors ça veut dire peut-être prendre rendez-vous au CMP pour que vous ayez un rendez-vous à votre sortie, ou il y a aussi des psychiatres qui, renseignez-vous dans votre ville, qui accepteraient une psychothérapie en vous faisant une feuille, compte tenu de vos conditions de vie matérielle. Parce qu'il y a des psychiatres qui pratiquent des thérapies analytiques et qui tiennent compte des conditions économiques de leurs patients. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas déjà les mêmes tarifs pour les consultations selon qu'ils ont affaire à une personne qui est étudiante, qui est au chômage, qui est au RSA, ou une personne qui gagne bien sa vie, voire très bien sa vie. Et c'est dans l'ordre des choses. J'ai aucun soutien de ma famille. Mais non, mais donc c'est pour ça je vous dis, Sophia, que vous pouvez aussi dans votre ville, si vous avez la possibilité, appeler dans des psychiatres et dire de toute façon la première consultation, c'est ils vous font une feuille, et dire voilà, moi j'aimerais faire une psychothérapie, mais il faut impérativement que ça soit remboursé, sinon je n'ai pas les moyens. Normalement un psychiatre prend en considération ça. Parce que là, ça fait 4 jours que je suis pas sortie, j'arrive pas à sortir. Oui, mais c'est pas possible. C'est pour ça que vous ne pouvez pas. Je me dis, quand je m'endors, je me dis la meilleure des choses qui m'arriverait, c'est de plus me réveiller, quoi. Mais donc il faut vraiment que vous soyez hospitalisé. Et puis j'ai un message de Nathalie qui dit après une psychothérapie, de toute façon il y a l'hôpital de jour, et ça vous permettrait de pas vous retrouver seul à la sortie de l'hôpital psychiatrique. Et ça, c'est une bonne transition. À négocier avec le père en lui disant je te laisse tout, mais non, mais voir mes filles, quoi. Non, mais là c'est la priorité, c'est votre santé aujourd'hui.
C'est de ça dont il faut vous occuper. Voyez, pour le moment, c'est ça. Donc il faut que vous rappeliez dès demain votre psychiatre et qu'elle vous donne un rendez-vous, là, en urgence, ça elle peut le faire, et que vous voyez avec elle pour une hospitalisation. Parce que l'autre jour, je vous ai écouté, vous parliez des gens, des parents qui perdent contact petit à petit avec leurs enfants, et finalement ils disparaissent, quoi. Enfin, c'est souvent les pères. Et après, et moi j'ai téléphoné à SOS Papa, et ils m'ont pas accepté. Ils m'ont dit c'est que les pères, bon. Et les pères qui voyaient pas leurs enfants. Et ça n'existe pas au niveau des mères. C'est rare que. Moi, je me suis renseignée partout. J'étais dans un centre d'information féminin, tout ça. Moi, j'ai un avocat. J'ai fait 5 procédures pour pouvoir voir mes filles. Et à chaque fois, lui dit que je suis un danger pour mes filles, alors que. C'est le père qui dit ça. Oui, non, mais oui, mais Sophia, c'est mentionné dans les jugements, quoi. J'ai interdiction de passer dans la rue. C'est catastrophique, quoi. C'est comme si j'avais tué quelqu'un. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre, quoi. Sophia, la priorité, c'est que pour le moment, vous vous soignez. Mais c'est que j'ai pas envie. Bon, Parce que moi, un soir, j'ai téléphoné à... Oui, mais écoutez, Sophia, si vous m'appelez, c'est qu'il y a quand même une démarche, sinon un désir, sinon vous n'appelleriez pas. Donc oui, il faut quand même... Il faut quand même prendre en considération cela et prendre en charge, parce que là vous tournez un peu en rond avec vos filles et la situation ne peut pas s'arranger de toute façon si vous ne faites rien. Donc pour le moment, c'est de vous occuper de vous, parce que rien ne pourra s'arranger si déjà vous ne vous soignez pas. Alors prenez rendez-vous au plus vite avec votre psychiatre. Accrochez-vous, vraiment. Au revoir, Sophia. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Des messages nombreux qui arrivent pour Sophia. Julia me dit: j'ai des amis qui sont dans des groupes de parole et qui suivent une psychothérapie remboursée. Kiwi dit: les paroles de votre mari m'ont choqué. Il faut pour votre santé que vous soyez bien entouré et protégé. Courage à vous. Le subversif dit: votre diabète participe de votre humeur, votre état doit être rétabli par une hospitalisation. Et puis, je ne sais pas si c'est le subversif d'ailleurs, je ne sais pas, non. Il y a Sophia qui dit: il y a des psychiatres, psychothérapeutes et la consultation est remboursée. Renseignez-vous dans les pages jaunes, dit Marie. Quelqu'un me dit: une thérapie analytique avec un psychiatre est remboursée, peut faire beaucoup de bien, d'autant plus que cette dame a de graves problèmes physiques. Alors, je précise quand même que normalement, la thérapie, la cure analytique n'est pas remboursée. Il faut quand même le préciser, la sécurité sociale, déjà... il y a un trou de la sécurité sociale. Si les cures analytiques étaient remboursées, on s'en sortirait plus. Mais il peut y avoir effectivement dans des psychothérapies, des psychiatres qui peuvent faire quelques exceptions et qui peuvent faire des feuilles pour des personnes qui sont au chômage ou de grandes difficultés.
économique. Le subversif dit songez maintenant à une prise en charge complète, Sophia, considérant les effets psychiques et de votre diabète et de votre vécu. Et puis dit que de détresse, mon Dieu, dans ce témoignage. On va écouter un petit peu de musique et puis après nous accueillerons Emmanuel. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message de Chaudron de la Barque qui lui revenait sur le premier témoignage, celui de Catherine qui avait des difficultés relationnelles avec sa fille. Il nous dit devenir mère renvoie inévitablement à sa propre relation avec sa mère et à l'image que l'on en a. Votre histoire semble imbriquée dans la souffrance et la difficulté de communication. Apaisez vos mots autour de la naissance de votre petit-fils et essayez de tisser de nouveaux liens. Bon courage à vous. Il me dit « Enjoy your night, dear Caroline ». Allez, on accueille maintenant Emmanuel. Bonsoir Caroline. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Oui, alors je voudrais vous expliquer, j'ai une grosse contrariété, je vais dire. Oui. Parce que bon, je vais expliquer un petit peu mon cas, c'est que bon, j'ai 57 ans, jusqu'à 50 ans, j'ai eu 4 relations assez importantes, mais il y a eu un début, une fin. Donc il y a toujours eu une transition. Et là, à 50 ans, ma mère est décédée quand j'avais 50 ans. Et 6 mois après, j'ai connu donc la compagne avec qui je suis resté jusqu'à presque maintenant, pratiquement 6-7 ans. Et disons, avec cette relation a eu des hauts et des bas. On s'est séparés une première fois, puis après, on est revenus ensemble et elle m'a demandé plus d'engagement, dont je me suis paxé. Puis ça n'a pas marché, on s'est dépaxé. Après, j'ai essayé de rencontrer quelqu'un qui était très attaché à moi et qui je n'ai pas pu rester avec parce que je pensais encore à elle. Et là, au jour d'aujourd'hui, pour la 3e fois, on s'est vraiment séparés définitivement. Et il m'est impossible maintenant de rencontrer quelqu'un parce que je ne peux pas, je suis comme envoûté, je ne peux rencontrer personne. Et donc je me demande s'il faut remonter à mon enfance ou s'il y a quelque chose qui est une problématique, c'est qu'actuellement je ne peux pas pu faire la transition. Voilà. Alors que bon, j'ai pas de problème dans ma vie professionnelle, tout va bien. Oui, voilà, mais bon, c'est vrai que je suis pratiquement sans famille maintenant parce que bon, toute ma famille, les parents, grands-parents sont décédés. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cet envoûtement, alors que cette personne, je dois te dire, moi je pense que j'étais très amoureux et elle n'avait pas un amour très très affectif par rapport à moi. Et je ne comprends pas comment j'arrive pas à pouvoir aller vers quelqu'un. Et je pense toujours à elle. C'est incroyable. Mais bon. D'abord, c'est récent votre rupture. Oui, alors la fait, c'est pas que ce soit récent, c'est-à-dire que il y a eu une première rupture. 3 mois après, on est revenu, on a fait un pax. Bon, moi, je lui ai fait, bon, j'aurais peut-être pas dû, mais je lui ai fait des reproches que elle n'était pas du tout affective et qu'elle n'était pas avenante envers moi. Donc moi, je lui ai quand même fait pas mal de reproches. Donc on s'est encore séparés. Et puis j'ai connu une personne, si vous voulez, pour faire une transition, parce que j'avais envie d'arrêter tout ça et de changer de vie. Et je suis resté 8 mois avec cette personne et j'ai été obligé de la quitter parce que je pouvais pas l'aimer normalement et parce que je pensais encore à elle. J'avais encore envie de revenir vers elle. Puis bon, on est revenu. Alors si vous voulez, on est revenu dernièrement depuis 2-3 mois, mais en fait c'était une relation plutôt d'amitié que amoureuse. Et puis finalement, elle m'a quitté définitivement et je n'arrive pas à faire la transition. Et je trouve ça assez problématique parce que jusqu'à présent, j'avais pas eu ce souci-là aussi fort que ça, quoi, voilà. Mais parce que vous parlez de transition, justement, c'est si vous rencontriez quelqu'un, ça serait peut-être simplement une personne de transition. Et vous êtes dans cette période où vous êtes seul et on ne remplace pas quelqu'un aussi facilement.
Heureusement, dans un sens, parce que ça veut dire que vous avez éprouvé des sentiments très profonds et très sincères pour cette femme. Donc, si vous rencontriez quelqu'un, ça serait une relation de transition. Vous voyez, oui, mais je pas suis forcément d'accord, une Caroline, véritable relation. Je suis d'accord avec vous, mais la problématique, c'est que cette compagne, je trouvais qu'elle me donnait pas beaucoup d'amour. Donc déjà, j'avais un souci parce que je trouvais qu'il n'y avait pas un échange amoureux comme j'ai connu dans ma vie, quoi. Et donc là, je trouvais que déjà moi, je me suis peut-être trompé au départ. Je suis allé trop dans une relation qui était pas déjà favorable. Alors c'est là où je trouve que j'ai fait peut-être une grosse erreur. Et le problème, c'est que, je sais pas, j'ai rarement eu un envoûtement par rapport à une personne, comme ça. Alors, le mot revient à plusieurs reprises dans votre bouche, et c'est vrai que vous l'avez rencontré aussi à un moment très particulier de votre vie, puisque vous l'avez rencontré 6 mois après le décès de votre mère. Juste après, oui. Et je m'entendais énormément, je m'entendais très très bien avec ma mère. C'est ce qu'il faut dire. J'avais une relation vraiment de mère et amitié aussi, quoi. Voilà, dans les deux sens. Oui, donc vous avez certainement dans un moment, très très dans un état émotionnel très particulier. Mais je pense que je pense que cette personne ne m'aimait pas assez, mais que quand même moi, je me suis transporté comme si elle m'aimait énormément. Oui, vous aviez besoin d'amour. Et je pense que c'est une personne qui ne pouvait pas m'aimer par rapport à ce qu'elle avait vécu avant, certainement, ou autre. Et moi, je l'ai je sais pas comment on peut appeler ça. Si c'est, je sais pas moi. En tous les cas, j'ai embelli la situation d'une personne qui me donnait pas d'affection. Mais tout cet amour, peut-être que vous ne pouviez plus donner à votre mère, que vous ne pouviez plus, peut-être que vous l'avez transposé, sublimé cette femme, sublimé la relation. Ah ben le mot c'est ça. Je pense que le mot c'est je l'ai sublimé. Voilà, c'est ça. Et le problème, si vous voulez, c'est quelque chose qui est un peu irréel, quoi. C'est-à-dire, vous vivez pas des sentiments très forts avec une personne alors que vous la sublimez, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est lucide, en ce sens que vous aperceviez, vous vous rendiez compte qu'au fond, il n'y avait pas... vous n'étiez peut-être pas, elle était peut-être pas aussi amoureuse que vous, mais en même temps, vous dites aussi qu'il y avait dans votre amour quelque chose de tellement puissant, vous dites irréel. On dirait absolument. Peut-être un amour, on dirait dans notre jargon psy de transfert, un peu, ou peut-être c'était un moment de votre vie où vous étiez un peu, dans un moment de fragilité. Ah oui, c'est pas rien de perdre sa mère et une mère qui... elle dure. Je vous dis, par exemple, si je prends une journée comme aujourd'hui dans mon travail, j'ai 1 heure ou 2 heures psychologiquement où c'est très pénible parce que j'y pense et j'arrive pas à m'en dégager. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Hein. Ça, je trouve ça. C'est-à-dire, dès que je pense, il faut pas que je pense à elle. Autrement, c'est le bourdon, mais je trouve ça dure longtemps, quoi. C'est pas. Vous êtes dans le manque. Quoi. Oui. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand on a une problématique comme ça qui m'était jamais arrivée à ce niveau-là, quoi. Hein. Parce qu'il faut bien c'est-à-dire que je fasse la transition. Il y a toujours. Comment ça serait? Qu'est-ce que ça serait pour vous faire la transition? Je sais pas, moi. Je vais vous dire franchement, je crois que comme je me suis retrouvé seul, un petit peu sans famille. Oui. Je crois qu'elle était plus que ma compagne, quoi. Oui. Et là, au jour d'aujourd'hui, à part mes amis, si je dois avoir un souci n'importe quoi, je vais appeler mes amis. Mais elle, c'était un petit peu je sais pas comment on peut exprimer ça, mais je me disais, ce sera toujours un lien très fort, même s'il n'était pas, parce que je pense que... Mais voilà, quoi, c'était... Alors, je sais pas, vous l'associez et c'est ça, vous dites, vous vous êtes retrouvé orphelin avec votre mère, c'était le dernier lien, vous vous êtes retrouvé là orphelin. Voilà, le problème il est là. Cette femme est arrivée dans votre vie,
C'est comme si à ce moment-là, vous vous sentiez à nouveau, il y avait quelqu'un à qui vous pouviez tout dire, vous vous sentiez moins seul. Ah, mais c'est tout à fait ça. Oui. Et aujourd'hui, à nouveau, vous vous sentez terriblement seul. Voilà. Alors je me dis, est-ce que pour faire une transition, il faut que je fasse une transition, mais il faut bien quand même que je reprenne un appui quelque part. Donc, Comment vous pourriez le trouver, cet appui? Honnêtement, je ne le sais pas. Là, vraiment. Les amis, l'appui, J'ai la des présence amis avec qui je m'entends très affectueuse bien, d'amis. qui discutent avec moi, d'accord. Mais bon, c'est quand même, c'est des amis, quoi. Je veux dire, je veux pas les gêner ou n'importe quoi. Donc c'est pas. Pourquoi vous avez le sentiment que vous pourriez les gêner? Parce que la présence, justement, affectueuse, tendre, d'amis, c'est un vrai soutien, ça? C'est un vrai appui? Je suis d'accord, mais en fait, j'ai pas envie, par exemple, des fois de raconter mes soucis ou mes problèmes. Bon, j'en parle à des amis que j'ai proches ou je veux dire qui sont. J'en parle à un ami qui est célibataire, un petit peu comme ça, qui est revenu célibataire. Bon, là, on peut s'exprimer facilement. Mais après, j'ai beaucoup d'amis, c'est des couples, tout ça, donc je veux pas les embêter avec ça, quoi. Mais je pense que même des personnes en couple peuvent comprendre. Non, mais c'est sûr. Vous savez, c'est pas parce que on est en couple qu'on ne peut pas comprendre ce moment comme ça de vide que vous pouvez ressentir. Enfin, j'en ai parlé un petit peu, et eux, ils m'ont dit, bon, tous, à peu près, je veux dire, ils la connaissaient, donc ils m'ont dit, cette personne n'est pas pour toi, parce qu'elle ne t'aime pas assez, mais on le sent. Et donc ils ont tous, mais moi j'étais très amoureux, donc je n'écoutais pas. Mais ils m'ont dit, tu ne devrais pas rester avec une personne comme ça, parce qu'on sent qu'effectivement elle est assez froide par rapport à toi, etc. Mais bon, c'était un avis extérieur, quoi. Alors voilà, donc j'espère que je sais pas s'il faut. Mais c'est d'autant plus, c'est d'autant plus difficile pour vous qu'au fond, vous avez toujours été dans ce sentiment de n'avoir pas vraiment réussi à obtenir d'elle cet amour. Ah ben de toute façon, l'échec que j'ai avec elle, il est uniquement parce que je pense qu'on ne doit jamais faire ça. C'est-à-dire, je lui faisais des reproches sur le fait qu'elle me donnait pas d'affectivité. Et je lui ai toujours fait des reproches. Je lui ai toujours dit, je reçois rien au niveau affectif, donc bon, normalement, on ne doit pas en parler de ça. Et le problème, si les ruptures, la rupture est arrivée à deux reprises à cause de ça, voilà. Vous êtes très très conscient des choses, très lucide, parce que c'est vrai que plus on reproche à l'autre et de dire tu ne manifestes pas assez tes sentiments à mon égard, moins il va les manifester. C'est ce qui s'est produit, quoi. Plus on montre qu'on est en quête comme ça, en général, moins ça fonctionne, moins ça marche. Bon. Mais malgré ça, il y a une part de vous qui attend et puis finalement, il y a peut-être aussi cette femme étant arrivée dans peu de temps après la disparition de votre mère, elle est venue un peu d'une certaine façon combler l'absence à ce moment-là créée par la disparition de votre mère et aujourd'hui vous vous retrouvez, il y a tout aussi qui revient, c'est-à-dire que puisque vous le dites, elle partant, c'est aussi le vide, il n'y a plus de famille, il y a plus, donc vous vous retrouvez avec ça, il y a le deuil de cette femme, mais qui vous renvoie aussi à ce deuil de votre mère, hein. Vous n'avez pas vraiment fait, enfin peut-être pas à ce moment-là, vous avez été emporté aussi dans cette histoire. Même si votre mère était très bienveillante avec vous. Je le pense, oui. Mais le problème, c'est que je me dis, il faut quand même arriver à faire une transition. Il faut bien que la transition, ça pourra certainement se faire que si je rencontre un jour quelqu'un avec qui j'ai des émotions, avec qui... je veux dire, il y a une vie amoureuse qui repart, parce qu'à mon avis, je vois pas comment on peut faire une transition tout seul. Je pense qu'il y a quelque chose, vous attendez encore d'une femme qui viendrait vous prendre par la main et vous, par son amour, vous
vous remplir. Enfin, il faut que je l'aime aussi, parce que moi, ça ne marche que dans les deux sens. Je pense que vous êtes dans cette phase. Quand vous dites il faut bien qu'il y ait une transition, vous êtes dans cette phase de transition. Et elle est difficile, cette phase de transition, Emmanuel. Elle est grise, elle est pas très agréable, elle est faite de moments comme ça, de blues, mais je crois qu'elle est nécessaire, parce qu'il y a quelque chose de ce deuil aussi, qui n'a pas pu se faire en temps et en heure. Mais il faut faire une thérapie ou il faut essayer de passer le passage tout seul? Je pense que vous pouvez pas forcément. Je pense que un deuil, c'est pas une pathologie. Être en deuil. Ah oui, mais moi je trouve que j'ai mal souvent dans la journée. Hein. Ben oui, ça fait mal. Costaud au niveau de... J'évite de prendre des cachets, mais bon, des fois j'en ai presque envie. Hein. Eh oui, parce que bon, c'est pas évident, quoi. Et voilà, alors c'est ça, moi je me dis, bon, est-ce qu'on peut arriver... apparemment, vous me rassurez en me disant qu'on peut arriver tout seul à faire cette transition. Oui, on peut, tout à fait. Je pense que vous êtes rattrapé avec la séparation de cette femme, et donc il y a un deuil à faire avec son absence, et ça vous ramène aussi au deuil de votre mère. D'accord. Donc, si je comprends bien, il faut essayer de rester seul pendant un bon moment. Là, quand même. Ah, il faut essayer. J'ai pas dit. Je veux pas dire non plus que si jamais il y avait je ne sais pas moi, une rencontre qui se faisait, de dire non, Caroline m'a dit de rester seule. Non, mais pour le moment, j'évite de rencontrer quelqu'un parce que ça se passe pas très bien. Je suis pas prêt, quoi. Je dis franchement. Mais je pense pas. Je pense, parce que vous me dites, il faudrait que la transition, elle se fasse. J'ai envie de dire, vous êtes dedans. La transition, elle est aujourd'hui, elle est pas très agréable, parce que, oui, la transition, si vous rencontriez quelqu'un, je pense que ça serait une personne de transition. Parce que vous avez trop cette femme dans la tête, et c'est normal. Parce que vous l'avez profondément et sincèrement aimée. Elle est très liée aussi à votre mère à ce temps-là. Donc, il faut aussi être, prendre le temps d'intégrer tout cela, et d'être un peu indulgent et patient aussi, surtout. Et tout ça prend du temps, voilà. Et voilà, il faut être, je veux dire, il faut que je sois patient, comme vous dites, et que j'arrive à faire la transition sans... Je pense, moi, ce que je voudrais trouver, c'est ne pas pouvoir y penser trop souvent. Mais oui, mais parce que ça fait partie du processus de deuil. Et si vous voulez, il faut vous donner le temps de surmonter ça. C'est une épreuve que vous traversez, cette séparation. Comme le fait de perdre votre mère en a été une, mais 6 mois après, vous avez rencontré cette femme. Donc cette femme, elle a apporté à nouveau de la vie, de l'espoir. À ce moment-là, vous n'étiez plus seul. Je ne dis pas ça remplaçait pas. Bien sûr que vous saviez que vous aviez perdu votre mère, mais il y avait cette femme qui était dans votre vie. Ça, c'est vrai. Et cette femme, en partant, elle vous ramène un peu au point de départ. Elle est plus là, votre mère non plus. Vous voyez, vous vous sentez à nouveau orphelin. Enfin, c'est-à-dire aussi qu'elle a quand même été assez dure avec moi dans la séparation. C'était quand même une personne qui était assez dure. Donc c'est vrai que je pense aussi que, suivant les caractères, la transition peut être plus ou moins difficile. Oui, c'est vrai que quand il y a une personne en face de vous qui a pas beaucoup de sentiments envers vous, je pense, ce sentiment affectif, je pense que c'est plus dur que si vous dites il y a eu peut-être une séparation par amour, mais il y avait quelque chose qui se passait pas. Mais là, c'était quand même, il y avait une petite dureté, quoi, quand même, au niveau affectif. Alors, mais il faut que, effectivement, comme vous dites, il faut que le temps fasse son chemin et puis je puisse changer ou faire une transition, voilà, quoi. En tout cas, votre témoignage inspire beaucoup le subversif, qui dit peut-être cet envoûtement vous vient
plus loin que cette femme. Pour tenir quiconque, il suffit de le frustrer, et apparemment elle savait bien faire. Il ajoute votre soif d'amour, nul ne pouvait la satisfaire lorsque vous avez perdu votre mère. Cette frustration vous tient encore, et attendez, parce que c'est votre deuil qui reste suspendu. Pourquoi cette femme plus que les autres ? Parce que peut-être vous n'aurez jamais vraiment aimé que votre mère. L'heure sonne de vous libérer le cœur à présent. Voilà, il est jamais trop tard pour couper le cordon. Et peut-être qu'à travers cela aussi, vous allez pouvoir aimer une femme, c'est-à-dire que votre mère n'est plus là, vous l'avez en vous, vous gardez cette présence bienveillante, mais vous allez pouvoir, dans cette phase, après ce processus de deuil qui prendra le temps qu'il vous faudra, pouvoir donner une place, sa véritable place à une femme dans votre vie. Ah ben, j'en serais ravi. Parce que c'est vrai, vous avez peut-être raison, jusqu'à présent, j'ai peut-être pas pu le faire. Hein. C'est ce que vous disiez, que vous avez eu... oui. Non, parce que même avant le décès de ma mère, j'ai pas pu faire un engagement total avec une femme. C'est vrai que ça a été mon souci, quoi. Hein. Oui, c'est pour ça, oui. C'est ce qu'avait relevé le subversif. Elle a un petit message d'encouragement de Prune qui dit « Pensez au sens de réfléchir, hein, vos blessures, bonne route ». Et puis, quelqu'un dit, vous pouvez choisir une activité, faire un projet de voyage, seul ou avec des amis. Pourquoi vouloir se remettre tout de suite avec une autre femme, après tout ? Quelqu'un dit, soyez patient, laissez à votre cœur le temps de reprendre son souffle. Cupidon décrochera son arc vers vous quand vous regarderez ailleurs. Mais il a un peu de temps de vous laisser aussi ce temps-là, de respecter ce rythme-là. Voyez, la solution n'est pas forcément d'en replonger et vous réassurer auprès d'une autre femme. Il faut peut-être rester seul et... Oui, même si c'est pas forcément très drôle cette période de transition un peu grisâtre, mais je pense que c'est nécessaire. En tous les cas, je vous remercie de tous vos conseils parce que c'est bien, je veux dire, intéressant, tout à fait. Mais je vais essayer. Donc, et si vraiment, hein, par rapport, je vous dis, à la thérapie, je vous ai dit, il n'y a rien, être dans un état de tristesse, d'être comme ça, avoir les pensées, être très accaparé quand on est dans une séparation, penser souvent à l'autre. Quand on vient de perdre un être cher, c'est quelque chose d'un processus tout à fait normal. Si maintenant vous sentiez que c'est quelque chose qui s'installait vraiment dans le temps et que vous ne sortiez pas de cet état, rien ne vous empêche d'avoir quelques séances avec un thérapeute pour en parler. Mais pour le moment, d'après ce que vous me dites, on n'est pas dans quelque chose qui nécessite, voyez, un travail là. D'accord. Voilà. Mais ouais, je vais suivre un petit peu vos conseils. Je trouve que c'est très bien. Mais bon, oui, c'est vrai. Je vais essayer de, comme vous dites, d'être patient. Oui. Voilà, je crois. Merci de votre confiance, Emmanuel. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Et bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Des messages qui arrivent pour Emmanuel. Quelqu'un me dit Emmanuel semble charmant, mais il semble aussi manquer de confiance en lui. Ne faut-il pas peut-être une période où il se retrouve un petit peu avec lui-même et faire preuve de bienveillance? Et puis Sergio, il dit Emmanuel parle d'envoûtement. Alors il faut peut-être qu'il trouve un marabout du Sud-Ouest pour le désenvoûter, l'ami Manu. Il n'y en a pas de marabout. Il y a des sorciers dans le Berry, mon cher Sergio. Il y a également, qu'est-ce que j'avais comme autre message? Je crois que c'est à peu près tout là que j'avais noté. Ouais.
À peu près. Allez, on va accueillir maintenant Marie-Annick. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-Annick. Ravie d'intervenir dans votre émission. On est ravis de vous accueillir. Je vous appelle, je voulais revenir sur le témoignage de Sophia. Oui. Qui m'a complètement bouleversée, émue et qui m'a projeté 3 ans en arrière dans ma vie. Et j'ai envie de lui faire part de mon expérience. J'espère qu'elle nous écoute. J'espère, oui, qu'elle est à l'écoute. Alors, je vais vous raconter en vitesse. Donc, suite à une incarcération de 3 mois, je suis sortie complètement anéantie, lessivée, abattue, avec un bracelet électronique et obligation de travailler. Donc, j'ai travaillé. Ma santé s'est dégradée, puisque la médecine du travail a mis fin à tout ça. Et je me suis donc retrouvée en hôpital psychiatrique, mais en hôpital de jour. J'allais le matin à 9h, je passais la journée là-bas et je rentrais à la maison à 18h. Au début, je voulais pas y aller parce qu'il y avait des gens, je côtoyais des gens qui en fait étaient encore bien plus cassés que moi et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir, en plus de mes problèmes, si vous voulez, arriver à me sortir de tout ça. Et puis finalement, on a fait plein de choses ensemble. On a fait de la lecture, on a fait de l'écriture, on a fait de la peinture, de la pâtisserie. On avait une équipe soignante, encadrante, vraiment merveilleuse. Elles étaient vraiment à l'écoute. Dès que ça allait pas, on pouvait les voir. Et ça a duré 8 mois. 8 mois quand même pour remettre les pieds sur terre, me remettre les idées à l'endroit. Et au bout de ces 8 mois, donc en juillet 2010, oui. Je suis sortie, c'était les vacances, donc je suis sortie de cet hôpital. Parce que, si vous voulez, j'y allais de moins en moins sur les derniers mois. J'y allais plus tous les jours, j'y allais plus que 2-3 fois par semaine. Et au mois d'août, j'ai eu le bonheur de retrouver donc un nouveau travail. Oui. Donc je suis allée à ce travail, mais je me sentais encore un petit peu faible. Je me disais, jamais tu vas y arriver, jamais tu vas réussir. Et puis je me suis accrochée. J'ai parfaitement réussi dans mon travail, ça m'a plu. Donc je me suis impliquée à fond. Et il y a quelques semaines, là, j'ai postulé pour un poste à responsabilité. Donc après des tests, des entretiens, j'ai eu un avis favorable. Et donc on me confie à partir du mois de juin une équipe de 10 personnes à manager. Quel parcours! Voilà. Et pourquoi, vous voyez cette histoire, Caroline, au début, j'en étais pas fière, si vous voulez. Je voulais pas la raconter. Et puis finalement, je me dis que... Pourtant, je ne vois pas en quoi, au contraire. Oui, mais vous savez, quand on sort de prison, même si on y était plus ou moins avec raison, c'est très, très difficile. Alors, effectivement... Ça peut arriver, personne n'est à l'abri. Non, mais tout à fait. En 2008, donc, j'étais en prison. En 2009, je me débattais avec mon bracelet électronique. En 2010, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et l'été 2011, voilà que tout s'arrange. Et de quelle façon ? Et de quelle façon, c'est vrai, Caroline. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, Alors, je dois préciser que je suis toujours suivie par mon psychiatre. Je continue la psychothérapie. Et je fais aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup tous les 15 jours, c'est la musicothérapie. Ça m'aide énormément. Oui. Alors, au niveau traitement, je ne prends plus de somnifères. Je m'en suis débarrassée beaucoup grâce à la lecture et puis grâce à vous aussi, que j'écoute pratiquement toutes les nuits. Oh. Et j'ai des anxiolytiques à ma disposition, mais sincèrement, j'en prends plus. Et je n'ai plus qu'un antidépresseur le soir. Et c'est vrai que le travail, quand même, c'est quelque chose qui aide. C'est miraculeux, le travail. Ah, c'est pour ça, Sophia, elle a quand même un travail. Bon, bien sûr que pour le moment, elle ne peut pas travailler. Ça, c'est certain. Elle a l'impression. Oui, pas non plus. Elle a l'impression, c'est ça actuellement, et on l'entendait, bien sûr, on comprenait qu'elle ne pouvait pas faire face entre ces problèmes de santé auxquels, et puis ces problèmes là où elle est complètement engluée, ces problèmes psychiques de dépression certainement très profondes. Mais quand on voit votre parcours et sortant, ayant été incarcéré, vous étiez sorti, très très abîmé de ça, cet hôpital de jour, et finalement vous postulez, vous êtes embauché, vous vous retrouvez aujourd'hui à diriger une équipe de 10 personnes. Vous avez repris goût à la vie. C'est vraiment un très bel exemple de réinsertion. Donc, voilà, de réinsertion et puis psychologiquement aussi, je m'en suis... comment
Oui. Je m'en suis tirée. Je suis beaucoup plus sereine que je l'ai jamais été de ma vie. C'est vrai que c'est extraordinaire, quoi. Ça m'a. Mais vous voyez, même la prison, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais même en prison, on est beaucoup, malgré tout ce qu'on peut dire, on est quand même entouré. Il y a les psychiatres, il y a les infirmières, il y a beaucoup d'activités. Attention, je dis pas que c'est un moment de plaisir, attention, loin de là. Mais je veux dire, on n'est pas franchement abandonné, quoi. Oui, mais parce qu'il y avait aussi en vous Sans doute, cette envie de vous en sortir. Parce qu'on sait aussi que la prison fabrique des récidivistes. Hein. Ah oui, non, mais certainement. Donc, mais ce qui était le plus dur, c'était la période avec le bracelet électronique. Aller au boulot, essentiellement, quand même, voilà. Oui. Voilà, me trouver au boulot, quand même, avec ce bracelet qu'il fallait cacher. Je portais continuellement. Et bon, le médecin du travail a bien vu que ça pouvait pas continuer, quoi. Et quand je vous dis l'équipe soignante de l'hôpital de jour et tout ça pour en revenir aussi au CMP, j'ai fait tout ça en centre médico-psychologique. J'ai été prise en charge à 100%, ce qui fait que les soins ne m'ont rien coûté. Et je pense que Sophia, c'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Oui, mais écoutez, j'espère qu'elle est à l'écoute, Sophia, parce que c'est un très beau témoignage et vous pouvez être très fière de votre parcours, hein, franchement. Merci. Je trouve même par rapport à ceux, alors c'est vrai encore qui disent, je comprends de dire que vous n'ayez pas envie spontanément de dire à tout le monde que vous avez été en prison et bon, mais bon. C'est par rapport à ça aurait pu être une descente vraiment aux enfers et quand on voit là où vous êtes aujourd'hui, c'est vrai. Et je dois dire aussi par contre que contrairement à Sophia, moi j'étais très très entourée par ma famille. Oui, ça aide aussi. Des vieux tontons, vieilles tantes, jusqu'à mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, c'était vraiment jamais on m'a laissé tomber, jamais. On m'a écrit quand je suis sortie de prison, on m'a accueillie par un grand repas de famille 8 jours après. Enfin, vous voyez, c'était vraiment... j'étais très et ça c'est important parce que les familles sont comme éclaboussées par l'univers de la prison. Ah oui, j'ai perdu des amis, je peux vous le dire. Enfin, j'ai aussi... J'ai conservé les véritables amis dans ce... Oui. Donc c'est important que votre famille ait toujours été derrière vous. Ça, je dois leur dire que je peux leur dire merci, sincèrement. Il y a des messages d'ailleurs qui arrivent pour vous. Sergio qui dit sacré mental, madame, et beau parcours. Vous pouvez être fière de vous. Il y a le Bâche qui dit pouvons-nous en savoir un peu plus sur ce qu'est la musicothérapie? Alors la musicothérapie, en fait, c'est un psychologue en fait qui choisit un morceau de musique, on écoute ce morceau de musique, en général c'est de la musique classique, et on se laisse aller sur ce morceau de musique, on raconte, enfin on dit je dis tout ce qui me passe par la tête, à quoi ça me fait penser, à quoi ça me fait ressentir, est-ce que j'aime, ce que j'aime pas, est-ce que ça me fait pleurer, ça me fait rager, ça me fait, vous voyez, la musique fait ressortir beaucoup d'émotions en fait. D'accord. Et vous êtes seule à ce moment-là? Alors, on peut le faire en groupe ou seul. Moi, je préfère le faire seul. D'accord. Et ça m'aide beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. En plus, déjà, j'aime beaucoup la musique. Alors, ça m'aide vraiment. Il y a Prune également qui dit « Je salue votre combat et votre courage ». Et puis Coco qui dit « À plus forte raison, après votre passage en prison, quel chemin parcouru, vous pouvez vraiment en être fière ». Oui, mais vous voyez, ça, je le réalise qu'il y a quelques mois que je peux finalement en être fière. Et je crois que maintenant, si quelqu'un me disait « Oh, t'es allée en prison », ben oui, je suis allée en prison. Oui, vous pourriez en parler. Oui, voilà, je pourrais en parler. Je pourrais en parler, comme on dit, à visage découvert, quoi. Oui. Tout à fait, alors que pour un moment, c'était quand même pas le cas, quoi. Parce que c'est vrai que quand on sort de prison, on a honte, c'est incroyable. Les premiers jours où je suis sortie de prison, je rasais les murs, je n'osais plus me regarder dans une glace. Oui, à un moment, être dans la transgression, c'est toujours difficile à vivre. Horrible, hein. En même temps, vous avez purgé aujourd'hui votre peine, mais bien sûr qu'il y a ce côté, en même temps... dégradant. Oui, il y a ce côté-là, mais quand on voit aujourd'hui votre parcours, et puis il y a toujours... ce qui est compliqué, c'est d'arriver à ne pas perdre son humanité.
Or, parfois, il y a beaucoup d'inhumanité dans ce lieu-là. C'est vrai. Merci beaucoup, vraiment, Marie-Annick, d'avoir témoigné et Oui, alors plein de bonnes choses pour ce nouveau travail. Ou quelques autres. Alors d'ailleurs, si Sophia avait mon numéro de téléphone, vous pouvez lui donner, ça ne pose aucun problème. Si elle veut me parler, moi je veux bien lui parler. Parce que c'est vrai, il faut l'aider, quoi. Je crois que, bon, c'est certainement pas moi qui pourrais l'aider, mais au moins parler, quoi, un petit peu avec elle. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre proposition. Et moi, je vous remercie pour votre émission, Caroline. On lui transmettra. Merci beaucoup. Au revoir, Marie-Annick. Au revoir, Caroline. Merci.